Je m'appelle Gabriel, j'ai 32 ans. Ce Noël dernier, mon propre père m'a giflé au visage à 3 reprises devant toute notre famille et a traité mon fils de 3 ans de déchet. Pendant que je me tenais là, en état de choc absolu, avec le goût métallique du sang dans la bouche et sentant la chaleur irradier de ma peau brûlante, ma mère et mon frère aîné, Alexandre, sont restés assis à sourire d'un air narquois. Ils pensaient m'avoir enfin remis à ma place, me rappelant pour toujours que je n'étais rien comparé à l'enfant chéri de la famille. Ils ont ri de moi devant une douzaine de personnes, traitant ma famille comme si nous étions de la boue sous leurs chaussures de luxe, totalement jetables. Mais il y avait une chose monumentale qu'ils ignoraient, mon oncle Arthur, le milliardaire à la tête de notre famille, m'avait déjà transmis l'héritage que mon père croyait contrôler. Et en ce moment même, mon père est en train de perdre sa maison, sa fierté, et me supplie de lui pardonner. Avant que je ne vous raconte exactement comment j'ai démantelé sa vie entière et repris ma dignité, cliquez sur le bouton « J'aime » si vous croyez en la justice. Et n'oubliez pas de me dire d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. Revenons maintenant au moment exact où mon cauchemar a commencé. La salle à manger sentait la dinde rôtie, le vin rouge coûteux et une tension étouffante et pesante. C'était le réveillon de Noël chez mes parents, une vaste propriété construite sur mesure dans le code postal le plus riche du comté. La maison ressemblait toujours plus à un musée stérile qu'à un véritable foyer. Chaque meuble était impeccablement mis en scène. Chaque surface était astiquée pour obtenir un éclat aveuglant et immaculé. Nous étions 12 serrés autour de l'immense table en acajou de mon père, Laurent. Une musique de Noël résonnait doucement à travers les enceintes vintage dissimulées quelque part dans le salon à un air joyeux et entraînant qui semblait totalement déplacé face à la froideur régnant dans la pièce. Personne n'écoutait la musique. Nous étions tous prisonniers de ce lourd silence familier qui précédait toujours l'un des accès de fureur bien connus de mon père. J'étais assis le dos parfaitement droit sur ma lourde chaise en bois, la mâchoire serrée, priant pour que la soirée se termine. Mon fils de 3 ans, Léo, était assis à côté de ma magnifique épouse, Éléonore. Léo est un enfant remarquablement sage. Il est calme, observateur et généralement très timide en présence de mes proches bruyants et dominateurs, mais cela reste un petit garçon de 3 ans. La table était couverte de verres en cristal, de plats en argent et de centres de table élaborés. Il a tendu sa petite main potelée vers un ange décoratif en verre suspendu au petit arbre de Noël miniature placé dangereusement près derrière sa chaise. Avant même que ses petits doigts ne puissent effleurer le verre froid, Éléonore a délicatement rattrapé sa main. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas paniqué. Elle a simplement ramené sa main sur ses genoux, se penchant pour lui rappeler doucement et tendrement de manger ses carottes. Elle lui a tendu sa fourchette en plastique et lui a souri. La situation avait été gérée à la perfection. Il n'y avait eu aucun bruit, aucun verre brisé, absolument aucune perturbation de ce précieux dîner. Mais mon frère aîné, Alexandre, y a vu une opportunité. Comme toujours. Alexandre avait 35 ans et portait un costume italien sur mesure qu'il n'avait absolument pas les moyens de s'offrir avec les revenus de son entreprise en faillite. Il s'est adossé à sa lourde chaise en bois, faisant tournoyer un verre de cabernet, et a regardé Éléonore de l'autre côté de la table avec un rictus qui m'a fait bouillir le sang. « Tu penses toujours que tu gères tout à la perfection, n'est-ce pas, Éléonore » a lancé Alexandre, la voix suintant de condescendance, suffisamment fort pour que toute la table s'arrête de manger. Je pense juste que si tu le surveillais de plus près, papa n'aurait pas à s'inquiéter que ton gosse brise ses objets de valeur. Mais j'imagine que c'est ce qui arrive quand on ne connaît pas la valeur des belles choses. Certaines personnes ne sont tout simplement pas éduquées pour respecter la propriété d'autrui. Éléonore s'est figée, sa fourchette suspendue au-dessus de son assiette, ses joues devenant écarlates sous le coup de la gêne. Elle a baissé les yeux sur ses genoux, se mordant la lèvre pour ravaler l'humiliation. J'ai posé ma serviette en tissu sur la table. Mon cœur s'est mis à battre à un rythme lent et lourd dans ma poitrine. J'ai regardé droit en face de moi, plongeant mes yeux dans ceux d'Alexandre. « Pardon » ai-je dit, ma voix coupant la musique des fêtes comme une lame. Tu l'as vu s'en occuper. Si tu as quelque chose à dire sur la façon dont nous élevons notre fils, Alexandre, dis-le-moi clairement en face ou tais-toi. C'était l'élément déclencheur. Pendant 10 longues et douloureuses années, ma méthode de survie préférée face à cette famille toxique avait été le silence. Ne pas répondre. Ne pas réagir. Ne donner à mon père ou à mon frère aucune munition à utiliser contre moi. C'était une tactique de survie que j'avais perfectionnée jusqu'à en faire un article. Mais pas ce soir.
Ce soir, il s'en prenait à ma femme et prenait pour cible mon fils innocent. Noël semblait être une soirée particulièrement stupide pour cesser enfin de faire profil bas, mais je ne pouvais pas rester assis là à le laisser manquer de respect à Éléonore. Ma mère, Monique, est intervenue immédiatement. Sa voix était stridente, teintée de cette panique familière qu'elle utilisait toujours lorsqu'elle voulait que je cède et que j'encaisse les abus. Gabriel, ça suffit. Alexandre essaie simplement d'aider. Tu te donnes en spectacle devant tout le monde. Excuse-toi et passons à autre chose. J'ai failli rire devant l'absurdité absolue de sa remarque. Je l'ai fixé, sentant un détachement froid m'envahir. Je suis assis sur une chaise en train de défendre ma femme, mère. Alexandre cherche la bagarre chez toi, insulte ma famille, et toi, tu prends sa défense comme toujours. C'est alors que mon père, Laurent, s'est levé. C'est un homme de 65 ans qui a bâti une entreprise de logistique prospère et qui a régné sur sa famille avec la même main de fer qu'il utilisait pour écraser ses concurrents en affaires. Il a repoussé sa chaise avec un raclement violent et agressif contre le parquet. Il a lentement contourné l'immense table. Pendant une brève seconde d'une infinie naïveté, j'ai cru qu'il allait demander à Éléonore d'emmener Léo dans le salon pour apaiser la situation. Au lieu de cela, il s'est arrêté pile devant ma chaise. Il m'a regardé d'en haut avec une expression de dégoût absolu, un regard si profond et haineux qu'il m'a noué l'estomac. Tu as été une déception et un fardeau irrespectueux pour cette famille depuis le jour de ta naissance, a dit Laurent d'une voix mortellement calme, qui a résonné dans la pièce comme un coup physique. Je me suis levé. J'ai refusé de le laisser me dominer de toute sa hauteur sous les yeux de mon fils. J'ai soutenu son regard avec la même intensité. Je ne m'excuserai pas parce qu'Alexandre a insulté ma femme et que je lui ai répondu. J'en ai fini d'être le punching ball. La première gifle est arrivée si vite que mon cerveau n'a même pas enregistré le mouvement. Ce n'était pas une gifle théâtrale de cinéma, c'était un coup brutal, violent et lourd qui a percuté ma mâchoire et fait violemment pivoter ma tête sur le côté. L'impact a retenti comme un coup de feu dans la salle à manger silencieuse. Ma vision s'est troublée dans un éclair blanc. Toute la pièce a poussé un cri de stupeur. Éléonore a hurlé mon nom, un cri viscéral de panique pure. Avant même que je ne puisse lever les mains pour me protéger, Laurent m'a frappé à nouveau, un violent revers sur ma pommette, puis une troisième fois directement sur ma bouche. Mes oreilles sifflaient un sifflement aigu et assourdissant qui a totalement couvert la musique de Noël et les halètements choqués des invités. J'ai senti le goût du cuivre. Le sang s'accumulait rapidement à l'intérieur de ma joue, là où mes dents avaient profondément mordu la chair. Laurent s'est penché, son visage à quelques centimètres du mien. Son haleine empestait le scotch coûteux et une rage primitive et incontrôlée. « Tu n'es qu'un déchet », a-t-il craché, ces mots frappant mon visage comme du venin. « Mon fils mérite mieux qu'un frère comme toi. » Puis il s'est tourné. Il a pointé un long doigt tremblant au-delà de moi, directement sur mon fils de 3 ans. Léo était assis sur son rehausseur, les yeux écarquillés d'une terreur incompréhensive. « Prends ce déchet et dégage de ma maison », a rugi Laurent, sa voix faisant vibrer les verres en cristal sur la table. L'atmosphère de la pièce a basculé instantanément. Tout l'oxygène semblait avoir été aspiré. Léo ne savait pas ce que signifiait le mot « déchet ». Il ne comprenait pas l'histoire toxique et complexe de notre famille. Mais il savait que son grand-père hurlait, le visage écarlate. Il savait que son père venait d'être violemment frappé. Il savait que sa mère pleurait de manière hystérique. Son petit visage s'est décomposé et il a poussé un sanglot déchirant et strident. « Papa !» Je n'ai pas dit un seul mot. Je n'ai pas regardé ma mère, qui fixait son assiette, refusant d'intervenir comme d'habitude. Je n'ai pas regardé Alexandre, qui était assis confortablement avec un léger sourire satisfait sur les lèvres, il avait gagné, il avait appuyé sur les boutons et m'avait vu me faire détruire. J'ai tendu la main pour attraper le petit manteau d'hiver de Léo sur le dossier de sa chaise. J'ai soulevé mon fils en pleurs dans mes bras, pressant fermement son visage contre mon épaule pour qu'il n'ait pas à regarder le monstre debout devant nous. J'ai tendu la main et pris celle, tremblante, d'Éléonore. « On s'en va », ai-je dit. Ma voix ne tremblait pas. Elle était éteinte, vide, dépouillée de toute émotion. Mon père a ricané derrière moi alors que nous marchions vers le couloir. « Si tu franchis cette porte, Gabriel, ne reviens jamais. Tu n'auras rien de moi. Rien du tout. Tu m'entends? Tu es rayé de mon testament. » J'ai continué à marcher.
La lourde porte en chêne s'est refermée violemment derrière nous, coupant la chaleur, la lumière et le poison. L'air glacial de décembre a frappé ma joue brûlante, agissant comme une poche de glace brutale sur l'enflure qui se formait rapidement. J'ai attaché Léo, qui sanglotait toujours, dans son siège auto à l'arrière de notre vieille berline, mes mains tremblant si fort que j'avais du mal à enclencher la boucle en plastique. Éléonore se tenait à côté de moi dans l'allée, les larmes coulant sur ses joues, me tenant fermement le bras. J'ai regardé en arrière vers l'immense demeure. Les lumières brillaient chaleureusement aux fenêtres. Je pouvais voir les ombres de ma famille bouger à l'intérieur de la salle à manger, se rasseoir, probablement se resservir du vin comme si absolument rien ne s'était passé, comme si agresser son propre enfant était une simple tradition des fêtes. Je me suis promis à cet instant précis, frissonnant dans cette allée gelée, que je réduirais ce faux royaume en cendres. Mais pour comprendre comment un père a pu faire cela à son propre fils, il faut comprendre les 10 années d'empoisonnement qui nous ont menés à cette explosion. Grandir dans l'ombre étouffante et envahissante de mon frère Alexandre ressemblait à une tentative de respirer sous l'eau pendant que quelqu'un appuyait de toute la force de sa botte sur votre poitrine. Mon père avait décidé très tôt qu'Alexandre était l'héritier présomptif, l'enfant chéri qui ne pouvait commettre aucune faute. Tout dans notre maison était régi par une logique simple, brutale et tacite. Alexandre méritait le meilleur absolu de ce que la vie avait à offrir, et je méritais les maigres miettes qui restaient. La disparité financière était flagrante, une arme constante utilisée pour me rappeler ma place. Quand est venu le moment d'aller à l'université, Laurent a joyeusement vidé un immense fonds d'études à 6 chiffres pour qu'Alexandre fréquente un prestigieux établissement d'élite. Il a payé les frais de scolarité astronomiques sans sourciller. Il a payé le logement étudiant luxueux qui ressemblait à un appartement de grand standing. Il a même loué à Alexandre une voiture de sport flambant neuve pour qu'il ne se sente pas exclu parmi ses camarades fortunés. Alexandre a passé 4 ans à faire la fête, à sécher les cours, à valider ses semestres de justesse et à vivre comme un roi aux frais de mon père. Quand ce fut mon tour d'entrer à l'université 2 ans plus tard, mon père m'a convoqué dans son bureau lambrissé de bois sombre. Il s'est assis derrière son immense bureau, m'a regardé avec des yeux froids et calculateurs, et m'a dit que l'adversité forgeait le caractère. Il a affirmé qu'il ne voulait pas me gâter, que je devais apprendre la valeur de l'argent. J'ai donc souscrit d'énormes prêts étudiants qui allaient hanter mon dossier de crédit pendant 10 ans. J'ai cumulé 2 emplois exténuants en servant dans un restaurant graisseux jusqu'à minuit et empilant de lourds cartons dans un supermarché le week-end simplement pour payer mes manuels d'occasion et une chambre universitaire exiguë et partagée dans une faculté publique locale. Je ne me suis jamais plaint. Je n'ai jamais demandé l'aumône. Je pensais sincèrement que si je travaillais assez dur, si je prouvais que j'étais responsable, autonome et résilient, Laurent finirait par me regarder avec la même fierté qu'il réservait à Alexandre. J'étais d'une naïveté déchirante. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai bâti une carrière solide et respectable dans l'analyse de données d'entreprise. Je n'étais pas le PDG d'une start-up clinquante, mais j'avais un bon salaire stable, une excellente mutuelle, une épargne retraite grandissante, et j'étais profondément fier de la vie calme et solide que je construisais pierre par pierre. Mais pour Laurent, un salaire ordinaire en entreprise était une plaisanterie, la marque d'un paysan. À chaque dîner de Thanksgiving, à chaque barbecue d'été, à chaque réunion de famille, il me posait délibérément des questions sur mon travail dans le seul but de s'en moquer publiquement devant nos proches. Toujours en train d'aligner des chiffres pour les grands patrons, Gabriel, ricanait-il en découpant la dinde. Toujours un simple rouage dans la machine ? C'est bien. Tout le monde n'est pas fait pour diriger. Puis il changeait de sujet et se vantait bruyamment des contrats imaginaires d'Alexandre. Alexandre était toujours sur le point de réaliser une percée révolutionnaire qui ne se concrétisait jamais. Ses projets d'affaires nécessitaient toujours plus d'argent de la part de mon père pour démarrer, mais ne généraient jamais le moindre dollar de profit. Pourtant, Laurent louait sans cesse son esprit d'entreprise tout en balayant mon travail acharné d'un revers de main comme de la pure médiocrité. Quand j'ai rencontré ma femme, Éléonore, la dynamique n'a fait qu'empirer. Éléonore venait d'une famille ouvrière travailleuse. Son père était un mécanicien qui travaillait de ses mains, sa mère était une infirmière dévouée. Éléonore était douce, profondément terre à accent grave terre, et elle a vu clair dans les dynamiques toxiques et superficielles de ma famille dès le premier jour. Mon père la détestait immédiatement. Il pensait qu'elle était inférieure à nous, qu'elle manquait du pédigré nécessaire pour s'asseoir à sa table. Ma mère, Monique, jouait toujours le rôle de pacificatrice. Mais jouer la pacificatrice dans un foyer financièrement et émotionnellement abusif n'est qu'une façon lâche de dire qu'elle encourageait les abus de mon père. Elle m'appelait au téléphone,
La voix baissée en un murmure complice. Gabriel, tu sais comment est ton père. Il a beaucoup de soucis avec l'entreprise. Sois d'accord avec lui, ne fais pas de vagues. C'est plus simple si tu t'excuses et que tu le laisses se sentir important. Éléonore et moi avons passé les 6 premières années de notre mariage dans un modeste 2 pièces au mur fin comme du papier, avec un robinet qui fuyait dans la salle de bain et que le propriétaire refusait de réparer. Nous avons économisé chaque centime possible. Nous conduisions de vieilles voitures fiables que nous réparions nous-mêmes. Nous cuisinions tous nos repas à la maison, apportant nos restes au travail dans des boîtes en plastique bon marché. Nous avons renoncé aux vacances et aux sorties coûteuses. Nous maximisions méticuleusement notre épargne retraite et placions tout le reste sur un compte d'épargne à haut rendement. Nous étions farouchement déterminés à acheter une maison d'un vrai foyer avec un jardin clôturé pour que Léo puisse jouer sans demander un seul centime à Laurent. Nous voulions désespérément être totalement libres de ces chaînes financières, car nous savions que chaque dollar venant de Laurent entraînait une vie entière de servitude. Pendant ce temps, Alexandre avait épousé une femme nommée Camille. Camille était exactement ce que mon père attendait d'une belle fille, bruyante, obsédée par les marques de luxe et tout à fait disposée à flatter l'ego de Laurent en échange d'un train de vie entièrement financé. Pendant les fêtes, Camille faisait constamment des remarques passives-agressives sur les vêtements d'Éléonore achetés dans des magasins abordables ou en solde ou se plaignait bruyamment de devoir garer son SUV de luxe sur le parking étroit de notre immeuble. « Je ne sais vraiment pas comment vous faites pour vivre dans cette minuscule boîte », soupirait théâtralement Camille en inspectant ses ongles parfaits au-dessus d'une coupe de champagne. Alexandre et moi ne pourrions jamais vivre dans moins de 400 mètres carrés. J'ai besoin d'espace pour respirer. Rien que de regarder votre salon, je me sens claustrophobe. Ce que Camille oubliait opportunément de mentionner, et ce que Laurent essayait activement de cacher, c'est que c'était Laurent qui payait le lourd prêt immobilier sur ces 400 mètres carrés. C'était Laurent qui finançait toute leur illusion de réussite. Mais Éléonore et moi touchions enfin au but de notre rêve. Après des années de sacrifices acharnés, nous avions trouvé la perle rare, une magnifique maison coloniale ancienne dans un quartier calme et arboré, dotée d'un excellent secteur scolaire. Ce n'était pas un manoir moderne extravagant, mais une solide bâtisse en briques avec de superbes parquets d'origine, une cheminée chaleureuse et un grand chêne centenaire dans le jardin que Léo avait immédiatement baptisé comme sa forteresse personnelle. Nous étions si proches. Il nous manquait juste un petit complément pour l'apport initial afin d'obtenir le taux d'intérêt avantageux que nous convoitions. C'est alors que le destin est intervenu pour rééquilibrer la balance, sous les traits de mon oncle Arthur. L'oncle Arthur était le frère aîné de mon père. C'était le véritable patriarche de la famille élargie, un promoteur immobilier milliardaire d'une fortune immense, discrète et impressionnante. Contrairement à Laurent, Arthur ne faisait pas étalage de son argent avec des voitures voyantes ou des costumes criards, il n'avait pas besoin de crier pour se faire entendre. Il contrôlait les fiducies familiales massives, les avoirs immobiliers commerciaux et le patrimoine intergénérationnel. Laurent et lui se parlaient à peine. Laurent jalousait férocement l'autorité naturelle et le succès indéniable d'Arthur, tandis qu'Arthur méprisait profondément l'arrogance de Laurent, sa cruauté et son besoin pathétique d'écraser plus faible que lui. Environ 6 mois avant ce fatidique dîner de Noël, Arthur m'a appelé à l'improviste pour m'inviter dans son bureau privé en ville, une invitation rarissime. J'ai pris l'ascenseur privé jusqu'au dernier étage et me suis assis dans un lourd fauteuil en cuir face à son grand bureau en acajou. La pièce sentait les vieux livres et les cigares de luxe. Arthur m'a servi une tasse de café noir, s'est adossé à son siège et m'a fixé de ses yeux perçants et analytiques qui semblaient lire dans mon âme. « Gabriel, » dit Arthur, sa voix d'un calme imposant portant le poids d'une autorité absolue, « je t'observe depuis 10 ans. J'ai vu ton père vider complètement ses comptes de retraite pour payer la fausse vie d'Alexandre, finançant échec après échec pendant que tu te débrouillais avec de modestes revenus pour rembourser des prêts étudiants que tu n'aurais jamais dû avoir à contracter. Je t'ai vu traiter ta charmante épouse avec respect et dignité, bâtir un véritable partenariat pendant qu'Alexandre parade en ville comme un imbécile prétentieux la main tendue. Tu es le seul homme de cette famille proche qui comprenne la valeur d'un dollar durement gagné. Tu es le seul à posséder une once d'intégrité. » Il a ouvert un tiroir verrouillé de son bureau et a fait glisser une épaisse chemise en cuir sur le bois ciré. À l'intérieur se trouvait une liasse de documents financiers complexes relatifs à un fonds de fiducie privée. « Je te transfère ceci, » a déclaré Arthur en tapotant le dossier. C'est une somme substantielle. C'est suffisant pour acheter cette maison que tu désires entièrement au comptant si tu le souhaites, ou pour garantir ton prêt, solder tes dettes restantes et constituer un fonds d'études solide ainsi qu'un filet de sécurité pour mon petit-neveu.
C'est ton véritable héritage. Je contourne entièrement ton père et je te le transmets maintenant parce que je veux avoir le privilège de te voir construire ta vie avec cet argent de mon vivant. J'étais totalement sans voix. Je fixais les chiffres sur le papier, c'était une somme qui changeait une vie, une fortune intergénérationnelle. J'ai tenté de refuser, la voix tremblante, balbutiant que c'était trop et que je ne pouvais pas accepter. Mais Arthur a levé la main, me faisant taire sur le champ. Il n'y a qu'une seule condition stricte à ce don, m'a dit Arthur, ses yeux se plissant en deux fentes perçantes. Laurent ne doit rien savoir. Pas encore. Si ton père apprend que je l'ai court-circuité pour te donner cet argent, son ego fragile volera en éclats. Il ne peut pas supporter l'idée de ne pas contrôler les flux financiers de cette famille. Il ferait de ta vie un enfer. Il essaierait de manipuler l'histoire, prétendant que l'argent devrait aller à Alexandre pour sauver ses entreprises en faillite, et il utiliserait la famille pour faire pression sur toi afin que tu lui donnes les fonds. Garde cela strictement secret jusqu'à ce que l'encre soit sèche sur ton acte d'achat et que la maison soit légalement à toi. Comprends-tu mes conditions? J'ai hoché lentement la tête, sentant le poids du moment peser sur moi. J'ai accepté. C'était un secret lourd à porter dans ma poitrine, une bombe à retardement prête à exploser, mais c'était notre passeport vers une liberté totale. Nous avons utilisé une partie des fonds pour garantir le prêt immobilier de notre maison de rêve, tout en gardant une réserve suffisante pour assurer notre avenir. La signature définitive chez le notaire était prévue pour le 27 décembre, soit exactement 2 jours après Noël. Tout était parfaitement orchestré. Nous étions presque libres. Mais les secrets, particulièrement au sein d'une famille toxique et fusionnelle où les limites n'existent pas, ont une manière effrayante de fuiter. Et le timing de cette fuite particulière a créé une tempête dévastatrice qui allait tout faire voler en éclats. La tension étouffante a commencé à monter la veille du réveillon de Noël. J'étais assis à mon bureau en train de finaliser un rapport de données complexe de fin d'année lorsque mon téléphone a sonné. C'était Monsieur Mercier, notre conseiller hypothécaire principal à la banque. Gabriel, bonjour. Nous avons un petit contretemps agaçant, a dit Monsieur Mercier, la voix empreinte d'un stress professionnel. Le service d'analyse étudie le dossier final pour la signature du 27. Ils ont besoin d'une dernière signature physique de vérification concernant la source des fonds de donation de votre oncle. C'est une simple formalité réglementaire standard pour lutter contre le blanchiment d'argent, mais nous ne pouvons légalement pas valider le dossier pour le 27 sans ce document précis signé et enregistré dans notre système. Ce n'est pas un problème du tout, ai-je répondu, sentant une légère pointe d'inquiétude accélérer mes battements de cœur. Envoyez-moi le document par email immédiatement. Je vais l'imprimer, me rendre au bureau d'Arthur pendant ma pause déjeuner, le lui faire signer et vous le renvoyer scanné avant la fin de la journée. Eh bien, c'est là que réside le problème. Monsieur Mercier a hésité, s'éclaircissant la gorge avec nervosité. Mon assistante traitait une pile massive de dossiers hier après-midi. Elle a imprimé et envoyé par erreur le document physique par courrier recommandé. Et elle a utilisé votre ancienne adresse de contact d'urgence issue de votre premier dossier d'accord de principe d'il y a plusieurs années. Nous avons envoyé la déclaration financière directement chez vos parents. Mon sang s'est glacé d'un coup. Un frisson physique m'a parcouru l'échine, me laissant pétrifié sur ma chaise de bureau. Le document mentionnait clairement et indéniablement la somme colossale dont l'oncle Arthur me faisait don. Il détaillait la fiducie. Si Laurent ouvrait ce courrier ce qu'il faisait fréquemment, affirmant qu'il gérait les affaires familiales et ouvrait le courrier de tout le monde, le secret était totalement éventé. Je vais m'en occuper, ai-je dit à Mercier d'une voix tendue et crispée. J'ai raccroché et j'ai immédiatement composé le numéro de portable de ma mère. Je lui ai demandé, en essayant de paraître le plus détaché possible, si un courrier à mon nom était arrivé à la maison au cours des 2 derniers jours. Monique semblait distraite, le bruit de casserole s'entrechoquant fortement en arrière-plan. Oh, peut-être bien, je ne suis pas sûr, Gabriel. Alexandre est passé tôt ce matin pour aider ton père et a relevé le courrier dans la boîte. C'est probablement posé sur la table du hall d'entrée. Je regarderai plus tard, mon chéri, je suis complètement débordé par la préparation de la dinde et de la farce. Alexandre avait le courrier. Le pire scénario possible venait de se concrétiser. J'ai passé les 24 heures suivantes dans un état de panique sourde et atroce. Impossible de fermer l'œil. Chaque fois que mon téléphone vibrait, je sursautais, m'attendant à un SMS incendiaire et furieux de mon père exigeant des explications. Lorsqu'Éléonore,
Léo et moi sommes enfin arrivés chez mes parents pour le dîner de Noël. La toute première chose que j'ai faite a été de scruter la table d'entrée pour y chercher le courrier, il n'y avait rien. Je me suis forcé à respirer profondément. J'ai essayé de me détendre, affichant un faux sourire pour les invités, me répétant désespérément que la lettre de Mercier avait probablement été retardée par les lenteurs postales des fêtes. Mais lorsque nous sommes passés dans la salle à manger officielle et que nous nous sommes assis à table, l'ambiance était totalement viciée. Ce n'était pas seulement le mépris passif-agressif habituel qui accompagnait chaque repas de famille, c'était une énergie hostile, palpable et électrique. Monique était inhabituellement silencieuse, servant la purée d'une main tremblante, évitant le regard de quiconque. Alexandre, en revanche, bouillonnait sur sa chaise d'une énergie suffisante, malveillante et triomphante. En tirant ma chaise pour m'asseoir, je l'ai remarqué, une enveloppe bancaire blanche déchirée, posée négligemment sur le bord du buffet en acajou, directement derrière la chaise de mon père. Mon cœur a fait un bond dans ma poitrine. Elle avait été sauvagement ouverte. Le dîner s'est déroulé dans un ralenti insoutenable. Chaque choc d'un couvert en argent contre la porcelaine résonnait comme un signal d'alarme à mes oreilles. Puis vint l'incident de Léo tendant la main vers l'ange décoratif, Éléonore qui l'arrête, Alexandre lançant sa remarque blessante sur le fait qu'Éléonore ne connaîtrait pas la valeur des belles choses, moi défendant ma femme. Monique essayant de me faire taire pour protéger l'enfant chéri comme elle était programmée pour le faire, et Laurent se levant pour affirmer sa domination. Mais avant que Laurent ne me gifle, avant qu'il ne m'agresse physiquement et ne nous traite de déchets, il y a eu un moment crucial qui a fait s'imbriquer toutes les pièces de ce cauchemar, un revirement d'une trahison pure et calculée que je n'avais pas vu venir. Alors que Laurent me toisait, prêt à se lancer dans sa tirade, Alexandre s'est adossé à sa chaise. Il m'a regardé en faisant tourner son vin cher et a poussé un rire affreux, fort et cruel qui a résonné dans la pièce silencieuse. Tu as vraiment du culot de prendre de grands airs dans cette maison, Gabriel, ricana Alexandre en levant son verre dans un faux toast. Surtout pour un type qui va pleurer et mendier dans notre dos pour voler l'argent de la famille. Éléonore avait l'air perdue, ses yeux passant de moi à Alexandre. Je me suis figé. J'ai senti tout le sang quitter mon visage. Alexandre a levé les yeux vers Laurent, le regard brillant de méchanceté et de triomphe. Dis-lui, papa. Dis-lui qu'on sait exactement ce qu'il a fait. Le visage de Laurent a pris une dangereuse teinte violacée. Il a pointé un gros doigt boudiné sur ma poitrine. J'ai vu la lettre, Gabriel. La lettre recommandée de la société de prêt. Des centaines de milliers de dollars transférés directement sur ton compte personnel par Arthur. C'est une affaire financière privée entre Arthur et moi, ai-je dit en luttant pour garder une voix stable, bien que mon cœur tambourina furieusement contre mes côtes. Ouvrir mon courrier est un délit fédéral. Ne t'avise pas de me parler de délit, espèce de menteur, a rugi Laurent, les veines de son cou saillant sous l'effort. Il a abattu son poing sur la table, faisant sursauter les assiettes et renversant un verre de vin. Tu l'as manipulé. Tu es allé voir mon frère, tu as délibérément sapé mon autorité en tant que chef de famille et tu as mendié une aumône. Tu essaies de voler le patrimoine familial qui revient de droit à Alexandre. Je l'ai fixé, littéralement abasourdi par la folie de sa logique perverse. Qui revient à Alexandre? Mais de quoi parles-tu? L'argent d'Arthur lui appartient. Il l'a gagné, il a bâti son empire, et il me l'a donné de son plein gré. Parce que tu lui as menti pour l'obtenir, a hurlé Alexandre, se joignant à la curée pour souffler sur les braises, le visage cramoisi en me pointant d'un doigt accusateur. Tu es probablement allé pleurnicher auprès d'Arthur en lui disant que mon entreprise battait de l'aile, n'est-ce pas? Tu m'as trahi. Tu as détruit ma réputation auprès de lui juste pour mettre tes sales mains sur une maison que tu ne mérites même pas. Tu essaies de me pousser à la faillite. C'était une projection monumentale et hallucinante. Alexandre était celui qui échouait constamment. Alexandre était celui qui mentait aux investisseurs sur ses revenus. Alexandre était celui qui vidait continuellement les comptes de retraite de mon père pour maintenir ses apparences et rembourser ses dettes grandissantes. Mais dans leur réalité partagée et profondément tordue, j'étais le méchant de l'histoire, le voleur manipulateur qui dépouillait l'enfant chéri adoré. Tu n'es qu'un parasite pathétique, a sifflé Laurent en s'approchant, envahissant agressivement mon espace personnel. Pendant 10 longues années, j'ai toléré ta vie médiocre. Je t'ai regardé enchaîner des boulots sans avenir et me faire honte. J'ai attendu que tu grandisses et deviennes un homme. Et voilà comment tu récompenses ma patience, en poignardant ton propre frère dans le dos pour un chèque.
C'est à cet instant précis que le voile est définitivement tombé de mes yeux. J'ai compris l'effroyable vérité, Laurent ne me détestait pas parce que j'étais modeste. Il ne me détestait pas parce que je n'avais pas fait de grande école. Il me détestait parce que je n'avais pas besoin de son argent. Et en acceptant l'aide d'Arthur, j'avais prouvé qu'un autre membre de la famille reconnaissait ma vraie valeur, court-circuitant totalement le besoin pathétique de contrôle financier de Laurent. J'avais brisé ses chaînes. Il n'était pas furieux à cause de l'argent, il était furieux de ne plus pouvoir s'en servir pour me dominer. Je n'ai poignardé personne dans le dos, ai-je dit en regardant mon père droit dans les yeux, refusant de reculer. J'ai simplement bâti une vie que tu ne peux plus contrôler. Et tu détestes ça. C'est à cette seconde que son ego fragile s'est brisé. C'est à ce moment-là que la première gifle a frappé. La violence brute de cette agression n'était pas qu'une souffrance physique, c'était la manifestation d'une décennie de ressentiment qui se transformait en violence physique. Il m'a frappé pour briser ma dignité. Il m'a frappé pour m'humilier devant ma femme et mon enfant terrifiés. Il m'a frappé pour me renvoyer de force dans la petite boîte insignifiante qu'il avait construite pour moi. Et lorsqu'il a pointé du doigt Léo, un petit garçon innocent de 3 ans, en le traitant d'ordure, il a franchi une ligne sacrée qui ne pourrait plus jamais être effacée. Sortir dans la nuit glaciale quelques instants plus tard n'était pas une retraite. Ce n'était pas une fuite. C'était la rupture définitive et permanente des liens du sang. Le trajet de retour vers notre petit appartement s'est déroulé dans un silence de plomb, à peine troublé par le bruit déchirant des petits sanglots traumatisés de Léo à l'arrière. Éléonore m'a tenu la main droite pendant toute la traversée de la ville, son pouce caressant doucement et inlassablement mes articulations. Mon visage me lançait d'une douleur brûlante qui s'étendait de ma mâchoire jusqu'à ma tempe, mais je ressentais à peine la douleur physique. Mon esprit tournait à plein régime, calculant chaque angle, passant rapidement du choc brut de l'agression à une lucidité tactique implacable. Je n'étais plus une victime, j'étais un homme en guerre pour protéger sa famille. Lorsque nous sommes enfin entrés dans notre appartement, j'ai verrouillé la porte d'entrée et enclenché le lourd verrou en laiton avec un déclic franc. Éléonore n'a pas dit un mot, elle a retiré le manteau de Léo, l'a porté directement dans la salle de bain et a fait couler de l'eau tiède pour un bain. Je pouvais l'entendre lui parler d'une voix douce, rassurante et maternelle, essayant désespérément d'effacer le traumatisme de la soirée avec des bulles de savon et des mots tendres, lui promettant que plus jamais personne ne lui crierait dessus de cette façon. Je suis entré dans notre minuscule cuisine faiblement éclairée, me suis servi un grand verre d'eau glacée et me suis appuyé contre le comptoir. J'ai fixé mon reflet dans la vitre sombre de la fenêtre. Les marques rouges et vives sur ma joue commençaient déjà à virer au violet foncé. Ma lèvre était légèrement fendue et gonflée. Je ressemblais à un homme qui sortait d'une bagarre de rue, pas d'un dîner de fête en famille. J'ai sorti mon téléphone et composé le numéro de Vincent. Vincent n'était pas seulement mon meilleur ami depuis l'université, c'était un avocat brillant et redoutable spécialisé en droit immobilier, qui gérait tous les aspects juridiques de notre achat. Il a décroché à la deuxième sonnerie malgré l'heure tardive en ce réveillon de Noël. Gabriel. Salut, joyeux Noël. Tout va bien? J'ai besoin que tu blindes la signature de l'achat immobilier immédiatement, ai-je dit, ma voix étrangement calme et dénuée d'émotion. Mon père a intercepté la lettre de confirmation financière de Mercier. Il a ouvert mon courrier. Il sait pour la fiducie d'Arthur. Il m'a agressé physiquement ce soir, Vincent. Il m'a giflé 3 fois au visage et m'a menacé. Il a complètement perdu la tête. Il risque d'essayer de contacter la société de titres ou le prêteur avec des mensonges pour saboter la transaction par pure malveillance. Un silence total s'est installé à l'autre bout du fil. La gaieté festive a disparu instantanément. Quand Vincent a repris la parole, sa voix s'était muée en un acier professionnel pur. Gabriel, attends. Est-ce que toi et Éléonore êtes en sécurité? Veux-tu que j'appelle la police tout de suite pour porter plainte pour agression? Nous sommes chez nous, le verrou est mis, nous sommes en sécurité. Je ne veux pas impliquer la police pour l'instant afin de ne pas infliger ce cirque à Léo. Mais Laurent est furieux. Il veut détruire cet achat. Je dois avoir la certitude absolue que cette maison est juridiquement intouchable. J'ouvre mon ordinateur et j'extrais les dossiers numériques à l'instant, dit Vincent, le cliquetis rapide d'un clavier résonnant fortement dans le haut-parleur. Écoute-moi très attentivement. Les fonds d'Arthur sont déjà débloqués et placés sous séquestre. Laurent n'a absolument aucune légitimité juridique dans ce dossier. Son nom ne figure nulle part sur la fiducie,
il n'a aucune procuration sur toi et aucun intérêt financier dans ce bien. Il peut hurler autant qu'il veut, il ne peut pas empêcher cette signature. J'appellerai personnellement le directeur régional de la société de titres à 8 heures le 26 pour verrouiller ton dossier avec un mot de passe strict. Aucune personne non autorisée ne pourra accéder à tes données. S'il appelle, ils lui raccrocheront au nez. Tu es en totale sécurité sur le plan juridique, Gabriel. Concentre-toi sur ta famille ce soir. J'ai dressé le rempart légal. Merci, Vincent. Je te dois tout. J'ai raccroché. La forteresse juridique était sécurisée, il ne pouvait pas toucher à la maison. 10 minutes plus tard, alors que j'appliquais un sachet de petits pois surgelés contre ma mâchoire pour contenir l'enflure, mon téléphone a vibré sur le comptoir. L'écran lumineux affichait « Mère ». J'ai fixé l'écran pendant un long moment. Historiquement, c'était l'étape exacte du cycle toxique où je décrochais. C'était le moment où Monique pleurait, me disait à quel point mon père était sous pression, m'expliquait que je devais me montrer plus mature et me suppliait de revenir m'excuser pour maintenir la paix. J'ai pris une profonde inspiration, appuyé sur le bouton vert et porté le téléphone à mon oreille valide. Gabriel, chuchota-t-elle dans le combiné, sa voix tremblante d'une anxiété fabriquée. Oh, Dieu merci, tu réponds. Est-ce que tu vas bien? Je vais bien. Léo est terrifié et pleure dans la baignoire. Éléonore est furieuse. Comment penses-tu que je vais? Gabriel, mon chéri, tu dois comprendre, commença-t-elle, le scénario toxique habituel se déroulant sans effort. Ton père est sous une pression énorme en ce moment avec l'entreprise. Alexandre traverse une période financière très difficile. Et quand Laurent a vu cette lettre, il s'est senti trahi. Il a eu l'impression que tu étais allé voir ton oncle dans son dos. Il a simplement perdu patience. Il ne voulait pas vraiment te frapper. Il m'a frappé 3 fois au visage, mère. Il a regardé mon fils de 3 ans et l'a traité de déchet. Quelle partie précise n'était pas intentionnelle? La première gifle ou la troisième? C'est ton père, plaida-t-elle, la voix montant dans les aigus, ignorant superbement les violences. Tu n'aurais pas dû lui cacher cet héritage. Il s'est senti bafoué en tant que chef de famille. S'il te plaît, Gabriel. Viens simplement demain matin pour le petit déjeuner de Noël. Amène Léo. Excuse-toi de lui avoir caché des choses et nous pourrons tous passer à autre chose. Ne gâche pas Noël pour toute la famille, Gabriel. J'ai déjà acheté les viennoiseries. Un dégoût absolu et profond m'a envahi jusqu'à la moelle des os. Elle n'appelait pas pour prendre des nouvelles de ma santé physique. Elle n'appelait pas pour protéger son petit-fils. Elle appelait pour gérer les retombées diplomatiques. Elle voulait forcer la victime ensanglantée à retourner dans la cage pour ne pas avoir à affronter le monstre en colère avec qui elle vivait. Non, dis-je clairement. Quoi? Sa voix laissait transparaître un choc total. J'ai dit non. Je ne vais pas m'excuser d'avoir été agressé. Je n'amènerai plus jamais mon fils près d'un homme qui l'a traité d'ordure, et j'en ai définitivement fini de faire semblant que cette famille est normale. Gabriel, s'il te plaît, écoute-moi. Si tu ne reviens pas arranger les choses, il va te déshériter totalement. Il va te rayer du testament. Il va. Qu'il le fasse, les jeux interrompus, la voix froide comme la glace. Ne m'appelle plus jamais. J'ai raccroché. C'était la toute première fois en 32 ans de vie que je raccrochais au nez de ma mère. Mon téléphone a vibré à nouveau presque immédiatement. Cette fois, ce n'était pas un appel, mais un long message de Laurent. Tu penses pouvoir quitter ma maison, me manquer de respect devant mes invités et garder l'argent de mon frère? Tu n'es qu'un lâche ingrat et pathétique. J'appellerai ton patron dès lundi matin pour lui dire exactement quel genre de voleur manipulateur tu es. J'engagerai des avocats pour bloquer cet argent dans un procès sans fin pendant 10 ans. Tu dépenseras jusqu'au dernier centime en frais de justice. Tu n'auras jamais cette maison. Appelle-moi immédiatement et supplie-moi de te pardonner, sinon tu es mort à mes yeux sur le plan légal et financier. J'ai lu le message 2 fois. Il sortait l'artillerie lourde. Il essayait d'utiliser la peur, les menaces de procès et ma carrière pour reprendre le contrôle total. Il pensait sincèrement que j'étais encore cet étudiant terrifié qui quémandait des miettes d'affection. Il ne comprenait pas qu'en me frappant, il avait détruit la toute dernière chose qui me maintenait docile, l'espoir pathétique qu'il m'aimerait un jour. Je n'ai pas répondu à son message.
Au lieu de cela, j'ai fait une capture d'écran de sa menace. J'ai transféré le message directement à l'oncle Arthur avec une note courte et précise. Laurent a ouvert mon courrier. Il sait pour l'argent. Il m'a agressé physiquement ce soir. Il menace d'un procès pour bloquer l'achat de la maison et menace ma carrière. En moins de 5 minutes, mon téléphone sonnait, c'était Arthur. Gabriel, dit Arthur, sa voix d'un calme glacial dégageant l'autorité redoutable d'un milliardaire. Es-tu blessé physiquement? Dois-je envoyer un service de sécurité à ton appartement? Oui, monsieur. J'ai la mâchoire contusionnée, mais je vais bien. Cependant, il menace de lancer une procédure pour bloquer la signature du 27. Arthur laissa échapper un rire sombre, lent et sans joie qui me donna un frisson. Laurent est un imbécile prétentieux qui joue à un jeu dont il n'a pas les moyens. Il ne peut pas toucher au moindre centime de cet argent. Et il ne peut absolument pas toucher à ta maison. Mes juristes ont rédigé cette fiducie, elle est inattaquable. Arthur marqua une pause, et j'entendis le tapotement régulier d'un stylo lourd sur son bureau en acajou. Il est temps de mettre fin à ces délires. Veux-tu te cacher, Gabriel, ou veux-tu te dresser et en finir? J'ai regardé vers le couloir sombre de mon appartement. Je pouvais voir la lueur douce et chaude de la salle de bain et entendre Éléonore chanter doucement une berceuse à Léo. Ma famille, ma vraie famille, celle que j'avais choisie. Je veux me dresser, ai-je dit, ma voix devenant aussi dure que l'acier. Parfait, répondit Arthur, la satisfaction évidente dans le ton. Envoie un message à ton père dès maintenant. Dis-lui que tu le retrouveras demain après-midi au restaurant au Chrome en centre-ville. Dis-lui que tu veux régler cela en privé. Laisse-le croire que ses menaces ont fonctionné. Laisse-le penser qu'il a gagné et que tu viens implorer son pardon. Précise-lui que ta mère et Alexandre doivent être présents également. Et ensuite, que va-t-il se passer, demandai-je, le cœur battant d'anticipation. Ensuite, dit Arthur d'une voix posée et implacable, j'entrerai dans ce restaurant. J'apporterai les documents financiers qui détruiront l'édifice de mensonges d'Alexandre. Et je dépouillerai publiquement ton père de tout ce qu'il s'imagine contrôler. Dors un peu, Gabriel. Demain, nous sortirons enfin les poubelles. Le matin du jour de Noël s'est levé avec une lumière grise et froide filtrant à travers les stores bon marché de notre chambre d'appartement. Je me suis réveillé en sursaut, le cœur battant la chamade. Pendant une fraction de seconde, mon cerveau embrumé s'attendait à entendre la voix agressive de mon père résonner dans le couloir pour exiger ma soumission. Au lieu de cela, il n'y avait que le ronronnement régulier du vieux réfrigérateur dans la cuisine. Je me suis assis lentement, les draps emmêlés autour de mes jambes. Tout le côté droit de mon visage semblait méconnaissable, chaud, tendu et vibrant d'une douleur sourde et tenace qui irradiait de ma mâchoire jusqu'à ma tempe. J'ai posé mes pieds nus sur le sol froid et marché silencieusement jusqu'à la salle de bain. J'ai allumé la lumière crue du néon. En fixant mon reflet dans le miroir, mon souffle s'est coupé, les rougeurs de la veille s'étaient transformées en de vilaines ecchymoses violettes et jaunâtres boursouflées sur ma mâchoire et ma pommette. Ma lèvre inférieure était fendue au milieu, marquée d'une croûte rouge là où mes propres dents avaient entaillé la chair sous la violence du troisième coup. Je ressemblais à un homme ayant survécu à un combat de rue brutal, et non à un réveillon en famille. D'une certaine manière, c'était exactement ce qui s'était passé. J'ai effleuré la peau enflée du bout des doigts, grimaçant sous la douleur. Cette souffrance n'était pas seulement physique, c'était la matérialisation de toute mon enfance, assénée par l'homme qui était censé me protéger de la cruauté du monde. Éléonore est apparue dans l'embrasure de la porte, nouant silencieusement son peignoir autour de sa taille. En voyant mon visage abîmé, ses yeux se sont remplis de larmes. Sans dire un mot, elle s'est avancée derrière moi, a passé ses bras autour de ma taille et a appuyé sa joue contre mon épaule gauche indemne. Nous sommes restés là dans le silence, puisant une immense force l'un dans l'autre. Nous étions meurtris, mais pas vaincus. Nous avions un plan. L'oncle Arthur avait un plan. Aujourd'hui était le jour de son exécution, et aujourd'hui était le jour où je reprenais ma vie en main. Je suis allé dans la cuisine, me suis versé un café noir et ai pris mon téléphone sur le comptoir. Il était temps de tendre le piège. Je devais jouer le rôle du fils soumis et effrayé une toute dernière fois pour que Laurent soit convaincu que son chantage avait parfaitement fonctionné. J'ai rédigé un message destiné à flatter son ego démesuré et fragile. Papa, j'ai passé la nuit à réfléchir à ce que tu as dit. J'ai dépassé les bornes hier soir. Je n'aurais pas dû te cacher les détails financiers de l'achat de la maison,
à toi le chef de cette famille. Nous devons absolument parler et régler cela avant la signature du 27. Je te donne rendez-vous au Groom en centre-ville à 14 h cet après-midi. S'il te plaît, viens avec maman et Alexandre. Je veux régler cela en privé en famille, et je suis prêt à écouter tes conditions. J'ai relu le texte pour m'assurer qu'il sonnait suffisamment docile, j'ai appuyé sur envoyer et j'ai attendu. Moins de 3 minutes plus tard, la réponse vibrait sur le comptoir. Il était temps que tu reviennes enfin à la raison, Gabriel. Tu as commis une faute impardonnable en me manquant de respect chez moi devant nos invités. Partir comme tu l'as fait était un acte de lâcheté. Nous serons au Groom à 14 h précises. Ne sois pas en retard, et c'est toi qui paieras l'addition. J'ai verrouillé l'écran en ricanant. Il avait mordu à l'hameçon sans hésiter. Son arrogance l'aveuglait tellement qu'il ne voyait pas le train lancé à pleine vitesse qui arrivait droit sur lui. À 13 h 30, j'ai embrassé Éléonore et Léo. Léo a pointé son petit doigt vers ma joue en me demandant si j'avais un bobo. Je lui ai promis que papa allait très bien et que lorsque je repasserais cette porte, nous serions définitivement libérés de l'ombre toxique qui pesait sur nous depuis 10 ans. J'ai pris la route du centre-ville, les rues étant étrangement calmes en ce jour de Noël. Le Hawk Room était un restaurant privé et exclusif situé au rez-de-chaussée d'un grand hôtel historique. C'était l'endroit typique qui transpirait la fortune ancienne, boiserie d'acajou ciré, lumière ambrée tamisée et banquette en cuir à haut dossier. C'était le restaurant préféré de Laurent. Il adorait la servilité du personnel et le sentiment d'être l'homme le plus puissant de la salle. Je suis arrivé 20 minutes en avance et suis entré directement dans le salon privé que j'avais réservé à l'arrière. Sébastien, le maître d'hôtel très distingué qui connaissait notre famille depuis des années, m'a salué d'un signe de tête et m'a servi une eau gazeuse avec une rondelle de citron. Il a immédiatement remarqué les ecchymoses colorées sur mon visage, mais a eu l'élégance professionnelle de ne poser aucune question. Je me suis assis en bout de table, les paumes appuyées sur le chêne frais, et j'ai attendu l'arrivée des monstres. À 14 h tapantes, les doubles portes en bois du salon privé se sont ouvertes avec un grincement dramatique. Laurent est entré le premier, le torse bombé avec l'arrogance d'un conquérant venant recevoir une reddition sans condition. Il portait une veste de sport en cachemire sur mesure, une chemise blanche impeccable et un sourire triomphant qui me donnait la nausée. Derrière lui avançait ma mère, Monique, l'air anxieux et effacé, serrant son sac à main de luxe contre sa poitrine comme un bouclier. Puis vint Alexandre, mon frère aîné sautillait presque, un immense sourire arrogant plaqué sur le visage. Il était suivi de près par son épouse, Camille, couverte de lourds bijoux en or, le regard plein de suffisance comme si l'établissement lui appartenait. Laurent n'a pas dit bonjour. Il n'a pas souhaité de joyeuses fêtes. Il n'a évidemment pas demandé de nouvelles de mon visage tuméfié. Il s'est contenté de marcher jusqu'à l'autre extrémité de la table, a tiré bruyamment sa chaise, s'est assis lourdement et s'est penché en avant, posant ses avant-bras sur la table. « Eh bien, » commença Laurent d'une voix forte et dégoulinante de condescendance, « je suis sincèrement ravi de voir que tu as enfin retrouvé un peu de jugeote, Gabriel. Quitter le dîner de Noël comme un enfant gâté était absolument lamentable. Tu as gâché le repas de fête de ta mère, tu m'as humilié. Mais comme tu le sais, je suis un homme généreux, je suis prêt à écouter tes excuses formelles avant que nous ne discutions de la manière de réparer tes bêtises. » J'ai gardé un visage totalement impassible. Je n'ai pas scié, je n'ai pas détourné le regard. Je l'ai simplement fixé, laissant le lourd silence s'étirer dans la pièce, rendant l'atmosphère inconfortable pour tout le monde sauf pour moi. Alexandre n'a pas supporté ce silence. Il a remué sur son siège, s'est versé un verre d'eau et m'a lancé un regard narquois. « Oui, Gabriel, on t'écoute » ricana Alexandre en croisant les bras. « Tu as vraiment fait n'importe quoi cette fois, petit frère. Tu pensais vraiment pouvoir agir dans le dos de papa et t'accaparer un héritage colossal sans que personne ne s'en aperçoive? Tu es d'un égoïsme sans nom. Moi, j'ai une vraie entreprise à faire tourner, de vraies charges et des salaires à payer. Toi, tu alignes des chiffres dans un box pour un salaire d'entreprise médiocre, tu n'as pas besoin de cet argent, tu ne saurais même pas quoi en faire. C'est bien ce que tu penses, ai-je demandé d'un ton calme, plat, presque dans un souffle. Oui, c'est exactement ça, tonna Laurent en abattant sa lourde main sur la table pour asseoir sa domination, faisant sursauter Camille. J'ai consulté mon avocat dès la première heure ce matin. Je peux sans aucune difficulté bloquer l'intégralité de ce fonds fiduciaire dans une procédure judiciaire interminable. Je te traînerai devant les tribunaux pendant 10 ans s'il le faut.
Je viderai jusqu'au dernier centime de ce que toi et Éléonore avez économisé pour votre modeste vie. Tu perdras cette maison, tu perdras ton acompte, et j'appellerai personnellement les associés de ton cabinet pour m'assurer que tu sois licencié pour faute éthique. À moins, bien sûr, que tu n'acceptes mes conditions précises, ici même, dès maintenant dans cette pièce. Je me suis adossé à mon fauteuil en cuir, croisant une jambe sur l'autre dans une posture détendue que je savais exaspérante pour lui. Et quelles sont exactement tes conditions, Laurent? J'avais intentionnellement omis de l'appeler « papa ». Ses yeux se sont plissés devant ce manque de respect évident, mais son insatiable cupidité a vite pris le pas sur sa colère. Les conditions sont extrêmement simples, dicta Laurent en me pointant d'un gros doigt. Tu vas contacter immédiatement Arthur et lui donner l'ordre de transférer l'intégralité des fonds de la fiducie directement sur le compte principal de la holding familiale que je contrôle. Je gérerai cet argent comme j'aurais dû le faire dès le départ. J'en allouerai une part significative à Alexandre pour injecter les capitaux indispensables dans sa société de logistique. S'il reste quelque chose une fois son entreprise stabilisée et florissante, j'envisagerai peut-être de t'aider avec un modeste apport pour une propriété plus humble, correspondant à ton niveau de revenu. Et tu présenteras des excuses à ta mère, à ton frère et à moi-même pour ton comportement sournois et manipulateur. Camille est intervenue vivement en ajustant son bracelet de diamant. C'est vraiment la seule façon équitable de régler la question, Gabriel. Alexandre travaille tellement dur, et l'économie est si rude pour les entrepreneurs actuellement. La famille doit se serrer les coudes. Nous devons tous faire des sacrifices pour le bien du nom de famille. L'audace absolue du piège dans lequel il pensait m'avoir enfermé était sidérante. C'était un chef-d'œuvre d'illusion narcissique. Il croyait sincèrement pouvoir me contraindre à leur céder tout mon avenir, l'avenir de mon fils et des centaines de milliers de dollars simplement pour sauver l'empire d'opérette et en faillite d'Alexandre. Il pensait que les ecchymoses sur mon visage étaient la preuve irréfutable de ma soumission totale. J'ai regardé ma montre, il était 14h15. Il était parfaitement à l'heure. Donc, pour que tout soit parfaitement clair entre nous, dis-je en détachant chaque mot dans le silence du salon, tu m'agresses physiquement devant ma famille, tu traites mon fils de 3 ans de déchet, tu menaces ma carrière et mes moyens de subsistance. Et ta grande solution consiste à ce que je donne des centaines de milliers de dollars à Alexandre, un homme qui n'a jamais dégagé un seul centime de bénéfice légitime de toute sa vie pour qu'il continue à jouer au grand patron pendant que je perds la maison pour laquelle j'ai travaillé pendant 10 ans. Le visage de Laurent s'assombrit instantanément, une veine battant sur son front. Surveille ton ton, gamin. Tu n'es absolument pas en position de négocier. Je lance les poursuites dès demain matin, et tu seras enseveli sous les frais d'avocat avant même la nouvelle année. Je ne crois pas que tu vas intenter le moindre procès, répondis-je en maintenant mon regard ancré dans le sien. Laurent laissa échapper un rire sonore et aboyant. Ah oui? Et qui va m'en empêcher? Toi? Tu n'as pas l'étoffe pour te battre, Gabriel. Tu ne l'as jamais eu. Tu es faible. Pile à cet instant, les lourdes portes en bois du salon privé se sont ouvertes d'un coup net. L'atmosphère dans la pièce a basculé si violemment qu'on aurait dit que la pression atmosphérique avait chuté d'un coup, aspirant tout l'air ambiant. Tout le monde à table a tourné la tête à l'unisson. L'oncle Arthur est entré dans la pièce. Il ne se pavanait pas, il ne se pressait pas, il avançait d'un pas lent, mesuré et imposant, comme un homme qui possède l'immeuble, le terrain sur lequel il repose et chaque personne qui se trouve à l'intérieur. Vêtu d'un costume bleu marine sombre à la coupe impeccable, il portait une épaisse mallette en cuir noir. Le patriarche milliardaire de notre famille venait d'arriver, et la température de la pièce a instantanément chuté pour devenir glaciale. Le visage de Laurent est devenu d'une pâleur cadavérique en une fraction de seconde. Sa mâchoire est littéralement restée entr'ouverte avant qu'il ne tente désespérément de reprendre contenance. Alexandre avait l'air d'avoir reçu un coup de poing à l'estomac, comme s'il allait vomir sur la nappe immaculée. Camille s'est totalement figée, la main suspendue près de son collier de prix, la bouche formant un « oh » muet. Monique s'est recroquevillée sur elle-même, se faisant la plus petite possible. Arthur est passé devant eux sans un bruit. Il n'a adressé aucune salutation, n'a accordé aucun regard à Laurent et n'a même pas jeté un œil à Alexandre. Il a marché droit vers le bout de la table, a tiré le lourd fauteuil en cuir à côté du mien et s'est assis. Il a posé son attaché case noire sur l'acajou et a ouvert les loquets dorés avec un double clic sonore qui a retenti comme le marteau d'un juge rendant un verdict sans appel. « Bonjour, Gabriel », a dit Arthur d'une voix profonde, posée et parfaitement calme.
Il a enfin tourné la tête vers moi, examinant avec attention les ecchymoses violettes sur ma mâchoire et la coupure sur ma lèvre. Un éclair de fureur glaciale et terrible a traversé son regard, mais sa voix est restée d'un calme absolu. Je te prie de m'excuser pour mon retard. La circulation était fluide, mais j'ai dû finaliser quelques formalités avec mon équipe juridique. Il n'y a aucun problème, Arthur, ai-je répondu, adoptant le même ton posé. Laurent a fini par retrouver l'usage de la parole. Il s'est levé, tentant de retrouver son autorité qui s'évaporait à vue d'œil. Arthur. Que viens-tu faire ici? C'est une affaire strictement privée et familiale. Gabriel et moi réglons un différend mineur concernant les finances de la famille. Arthur a lentement tourné la tête vers son frère cadet. Son regard était d'une sévérité implacable, dépouillant Laurent de la moindre parcelle d'orgueil. Assieds-toi, Laurent. Tu te donnes en spectacle en public. On ne me parle pas comme à un enfant devant mes propres fils, s'écria Laurent, bombant le torse dans une tentative dérisoire de supériorité. Je suis le chef de cette famille proche. Gabriel a tenté de contourner mon autorité pour dérober des fonds dans mon dos, et je gère la situation. Arthur n'a pas haussé la voix, il n'en avait pas besoin, car son autorité était totale. Je t'ai dit de t'asseoir. Il y avait quelque chose de si intransigeant et d'indiscutablement dangereux dans l'ordre d'Arthur que les jambes de Laurent ont fléchi. Il s'est lentement rassis, ressemblant à un ballon dégonflé et vaincu. Arthur a plongé la main dans sa mallette, en a sorti un lourd document juridique relié d'une couverture bleue et l'a jeté au milieu de la table. Il a atterri avec un bruit mat juste devant l'assiette de Laurent. Permets-moi de te rappeler quelques vérités juridiques incontestables, Laurent, puisque tu sembles être la proie d'un délire pathétique, commença Arthur en s'adossant et en joignant ses doigts. Le document devant toi est l'acte définitif de fiducie irrévocable. L'argent que tu tentes actuellement d'extorquer à Gabriel par les menaces et la violence physique n'est pas l'argent de la famille. Ce n'est pas ton argent, c'est le mien. Je l'ai gagné, et je décide souverainement de sa destination. J'ai constitué cette fiducie exclusivement pour Gabriel et son fils Léo. Ton nom n'y figure nulle part. Tu n'as aucune légitimité, aucune procuration et absolument aucun droit sur le moindre centime de cette somme. Laurent fixa le document, les mains légèrement tremblantes sur la table. Tu ne peux pas faire ça, Arthur. C'est Alexandre qui a besoin de ses capitaux. Son entreprise est en pleine expansion. Gabriel n'est qu'un simple employé de bureau. Tu jettes cet argent par les fenêtres pour un garçon qui ne sait rien bâtir. Arthur laissa échapper un rire sec et glacial, dénué de la moindre gaieté. L'entreprise d'Alexandre est en pleine expansion? C'est vraiment ce conte de fées que tu continues à te raconter, Laurent? C'est le mensonge désespéré qu'il te sert chaque mois pour que tu continues à signer des chèques? Le visage d'Alexandre passa d'un blanc livide à une teinte verdâtre maladive. Il secoua frénétiquement la tête, levant les mains. Oncle Arthur, je vous en prie. C'est un énorme malentendu. Ma chaîne logistique subit juste un ralentissement temporaire mondial. Tais-toi, Alexandre, trancha Arthur, le coupant net d'un ton qui n'admettait aucune réplique. Arthur fouilla de nouveau dans sa mallette et sortit une deuxième chemise, bien plus volumineuse, d'un rouge écarlate. Il la lança sur la table. Elle glissa sur le bois ciré pour s'immobiliser devant Laurent et Alexandre. J'ai mobilisé mes meilleurs experts comptables judiciaires pendant 3 mois complets pour mener un audit approfondi de la société de logistique d'Alexandre, déclara Arthur, sa voix résonnant avec une clarté redoutable. Je voulais savoir exactement où mon frère, aveugle et insensé, engloutissait ses fonds de retraite. Les conclusions sont toutes dans ce dossier. Ouvre-le, Laurent. Regarde l'empire que ton enfant chéri a bâti. Laurent hésita, fixant le dossier rouge comme s'il s'agissait d'un engin explosif. Lentement, les mains tremblant de façon incontrôlable, il ouvrit la couverture. Je vais te résumer la situation pour t'éviter d'abîmer tes yeux sur ces bilans catastrophiques, poursuivit Arthur, sa voix martelant les clous du cercueil dans le silence de mort du salon. La société d'Alexandre n'a pas généré un seul dollar de bénéfices légitimes en 4 ans. Il n'a aucun véritable client d'entreprise. Sa chaîne logistique est totalement inexistante. Il est en faillite totale, irrémédiable et juridique. Camille poussa un cri strident, agrippant le bras d'Alexandre de ses ongles manucurés. Alexandre? De quoi parle-t-il? Tu m'avais dit que nous venions de décrocher cet énorme contrat d'entrepôt. Tu m'avais dit que l'introduction en bourse était pour l'année prochaine.
Alexandre ne pouvait même plus regarder sa femme. Il fixait la table en suant à grosses gouttes, la poitrine haletante. Mais ce n'est même pas le plus accablant dans cette audite, reprit Arthur en se penchant, tournant délibérément le fer dans la plaie de Laurent. Alexandre n'a pas seulement perdu de l'argent par pure incompétence, il t'a littéralement et criminellement volé, Laurent. Au cours des 3 dernières années, Alexandre a méthodiquement imité ta signature pour liquider tes comptes d'épargne retraite secondaire. Il a entièrement vidé les comptes d'études restants que tu conservais pour des motifs fiscaux. Il a souscrit une lourde seconde hypothèque sur ta résidence principale, ce somptueux manoir dans lequel tu vis actuellement sans ton consentement légal explicite. En utilisant de fausses procurations rédigées par un homme de loi véreux qu'il a grassement payé. Le silence devint total, écrasant, suffocant. Laurent cessa de respirer. Il fixait avec effroi les relevés bancaires, les fausses signatures surlignées, la montagne de dettes insurmontables étalée dans le dossier rouge. Les sommes étaient astronomiques, des millions de dollars envolés en fumée pour financer le train de vie factice d'Alexandre, fait de voitures de luxe et de costumes sur mesure. Toi, murmura Laurent d'une voix brisée, presque inaudible, semblable à celle d'un mourant. Il tourna lentement la tête vers son enfant chéri, le fils qu'il avait idolâtré et protégé pendant 3 décennies. Tu as falsifié ma signature sur la maison? Tu as vidé mes comptes de retraite? Alexandre fondit en larmes, un spectacle lamentable et pitoyable. Papa. J'allais tout rembourser. Je te le jure devant Dieu, j'avais juste besoin d'un prêt de trésorerie pour maintenir l'activité. Le marché s'est retourné contre moi sans prévenir. J'ai paniqué. Je ne voulais pas te décevoir. Tu n'as pas paniqué, espèce de parasite pathétique, trancha Arthur avec une froideur sans pitié. Tu as acheté un yacht de plus de 20 mètres que tu ne pouvais pas te payer. Tu as acheté des bracelets en diamant à ta femme tout en faisant discrètement défaut sur tes prêts professionnels. Tu n'es qu'un vulgaire voleur. Et toi, Laurent, tu as été un parfait imbécile en l'encourageant et en punissant le seul fils qui possède une once d'intégrité. Laurent semblait au bord de la crise cardiaque. Il se tenait la poitrine, cherchant son souffle, contemplant l'anéantissement complet de toute sa vie financière. L'héritage qu'il croyait contrôler n'existait pas pour lui. La fortune qu'il croyait avoir bâtie avait été siphonnée par ce fils même qu'il vénérait. Arthur se leva élégamment, boutonnant sa veste. La fiducie pour Gabriel est totalement verrouillée. La signature pour la maison aura lieu comme prévu après-demain matin. Si tu tentes d'intenter une quelconque procédure abusive pour interférer, Laurent, mes avocats t'attaqueront en retour jusqu'à ce que tu sois réduit à néant. Tu finiras à la rue. Et quant à toi, Alexandre, les autorités fédérales sont vivement intéressées par les fraudes électroniques interétatiques majeures que tu as commises. J'ai transmis l'intégralité de mon audit judiciaire au bureau local du FBI ce matin même. Joyeux Noël. Arthur se tourna vers moi, m'adressa un signe de tête respectueux et solennel, et quitta la pièce, laissant la lourde porte en bois grande ouverte derrière lui. Je suis resté assis un long moment à contempler le désastre fumant de mes bourreaux. Laurent pleurait dans ses mains, brisé et détruit. Camille hurlait de façon hystérique sur Alexandre, le frappant sur l'épaule de ses poings, exigeant de savoir s'ils allaient perdre leur maison et leur voiture. Monique était pétrifiée, le regard vide fixé sur le mur. Je me suis levé lentement, sentant une paix profonde et inaltérable envahir jusqu'à la moelle de mes os. La douleur physique sur ma mâchoire avait disparu, remplacée par la légèreté indicible d'une liberté retrouvée. J'ai sorti 2 billets neufs de $100 de ma poche et les ai déposés au centre de la table. Cela devrait couvrir le déjeuner, dis-je doucement. Laurent leva les yeux vers moi, le regard rougi, le visage baigné de larmes, réalisant qu'il n'avait plus absolument rien. Gabriel. Je t'en supplie, tu dois m'aider. Il a tout pris. La maison est lourdement hypothéquée, je suis ruiné. S'il te plaît, Gabriel, tu as l'argent de la fiducie. J'ai regardé cet homme qui m'avait frappé, qui avait terrorisé ma femme et qui avait traité mon fils innocent de déchet. J'ai repris ses propres mots. Si tu franchis cette porte, Laurent, ne reviens jamais. Tu n'auras rien de moi. Rien du tout. Tu m'entends? Je leur ai tourné le dos, suis sorti du hawkroom et me suis avancé dans l'air vivifiant de l'hiver. Je ne me suis pas retourné une seule fois. Faisons une courte pause. Merci d'être resté avec moi jusqu'ici, vous êtes formidables. Aidez-moi en aimant la vidéo et en écrivant le chiffre 1 dans les commentaires ci-dessous pour que je sache que vous avez suivi cette histoire jusqu'à ce point précis.
Cela permet non seulement à d'autres personnes de découvrir ce récit, mais cela me montre aussi que mes expériences ont du sens pour quelqu'un. Votre soutien est ma plus grande source de motivation pour continuer à partager la suite. Dès le lendemain matin, à 9h30 précise, Éléonore et moi avons franchi les portes vitrées de la société de titres pour signer définitivement l'achat de notre nouvelle maison. L'air extérieur était glacial et mordant, mais au fond de ma poitrine régnait une chaleur que je n'avais pas ressentie depuis plus de 10 ans. J'avais encore des ecchymoses très visibles sur le visage, mais je me moquais des regards, je portais ces marques comme des médailles d'honneur, la preuve de la guerre que j'avais gagnée. Nous nous sommes assis côte à côte dans une salle de réunion lumineuse pendant qu'une notaire souriante et efficace nommée Sophie faisait glisser d'épaisses piles de documents juridiques sur la table. Nous avons apposé nos signatures 27 fois, je les ai méticuleusement comptées. Nous avons paraphé des formulaires fiscaux, des conventions de séquestre, des contrats d'assurance habitation complets et, enfin, l'acte authentique de transfert de propriété. Sophie m'a tendu le dernier document matérialisant notre indépendance absolue. Je l'ai signé d'un trait net à l'encre bleue, lui ai rendu le document et ai poussé un long soupir tremblant que j'avais l'impression de retenir depuis 32 ans. À midi, Sophie nous a souri chaleureusement et nous a remis un lourd anneau en laiton orné de 3 clés brillantes. Lorsque nous avons garé notre vieille berline dans l'allée de notre nouvelle maison, Léo a poussé des cris de joie pure depuis son siège auto avant même que je n'ai coupé le contact. Nous avons déverrouillé la lourde porte d'entrée et sommes entrés. La maison était totalement vide, nos pas y résonnant fortement. Des cartons s'entassaient dans le couloir, les meubles de cuisine dataient visiblement des années 1980 et la salle de bain de l'étage avait un lavabo bleu pastel insolite digne d'un musée, mais c'était incontestablement et entièrement chez nous. Personne ne pourrait franchir ce seuil sans notre accord sous prétexte que les liens du sang lui donneraient le droit de nous maltraiter. Plus tard dans l'après-midi, alors que je déballais des cartons de vaisselle dans la cuisine, je suis tombé sur le 3e double de clés que Sophie nous avait remis. Par le passé, la règle toxique et tacite de ma famille aurait exigé que je me rende immédiatement chez Laurent pour lui remettre ce double, lui abandonnant ainsi mon intimité et mes limites. J'ai contemplé cette clé en métal brillant dans ma paume, puis j'ai ouvert le tiroir à bric-à-brac près du réfrigérateur et je l'ai jetée à l'intérieur, elle y est tombée avec un cliquetis métallique parmi quelques vis esselées. Elle y resterait. 6 mois ont passé à toute vitesse. Le silence absolu de ma famille toxique a été le son le plus apaisant et réparateur que j'ai jamais connu. Je me suis investi corps et âme dans mon travail et auprès de ma famille. Débarrassé de l'angoisse constante des exigences impossibles et des dénigrements de mon père, j'ai connu une ascension professionnelle remarquable. En avril, mon entreprise a récompensé mes efforts par une promotion majeure au poste de directeur principal, accompagnée d'une revalorisation salariale substantielle. Nous nous épanouissions, bâtissant une existence fondée sur le respect mutuel et le travail. Vincent, mon brillant avocat et ami loyal, me tenait informé des répercussions inévitables et dévastatrices de la confrontation au Chrome. L'effondrement de l'empire de Laurent fut spectaculaire, public et foudroyant. Arthur n'avait absolument pas bluffé au sujet des autorités fédérales, Alexandre a été formellement inculpé de plusieurs chefs d'accusation pour fraude électronique, détournement de fonds et faux en écriture. Risquant des décennies de prison fédérale, l'enfant chéri s'est totalement effondré, fondant en larmes au tribunal tandis que son faux empire tombait en poussière du jour au lendemain. Camille, réalisant instantanément que l'argent avait disparu, que les comptes étaient gelés et que son train de vie somptueux était révolu, a immédiatement demandé un divorce impitoyable et médiatisé. Elle a engagé des avocats féroces et s'est battue pied à pied pour obtenir la garde exclusive de leurs enfants, arguant avec succès que les activités criminelles d'Alexandre et sa peine de prison imminente faisaient de lui un père totalement inapte. Laurent, quant à lui, était totalement anéanti. Pour éviter d'être directement mis en cause dans les fraudes massives d'Alexandre et pour tenter désespérément de rembourser les lourdes hypothèques secrètes contractées frauduleusement sur ses biens. Il a été contraint de liquider sa société de logistique pour une fraction dérisoire de sa valeur réelle. Il a dû vendre son manoir Tapa accent Graveleuil, ce grand temple de son orgueil, pour emménager dans un modeste appartement de location dans les quartiers pauvres de la ville. Le stress intense et la perte de son précieux statut social lui ont fait prendre 20 ans en l'espace de 6 mois. Je ne ressentais aucune pitié, mais aucune joie non plus, j'étais simplement détaché, comme si je lisais un fait divers concernant de parfaits inconnus. C'était la conséquence inéluctable de leurs propres actes toxiques. Mais un dernier rebondissement m'attendait encore dans l'ombre, un fantôme du passé qu'il fallait définitivement apaiser pour clore ma guérison. À la fin du mois de juin, j'ai reçu un appel d'un numéro masqué. J'ai décroché avec méfiance, prêt à raccrocher. C'était ma mère,
Monique. Sa voix était frêle, rauque et terriblement vieillie. Gabriel, dit-elle, la voix tremblante de peur, s'il te plaît, ne raccroche pas. J'ai juste besoin de 5 minutes. Je suis sur le parking d'un restaurant près de ton quartier. S'il te plaît. J'ai hésité, mes réflexes de protection se réveillant pour défendre ma tranquillité. Mais quelque chose dans son ton brisé m'indiquait qu'elle n'appelait pas pour défendre Laurent ni pour quémander de l'argent. J'ai prudemment accepté de la voir. Je suis entré dans le modeste restaurant et l'ai trouvée assise seule dans un box au fond. Elle avait une mine affreuse, l'épouse bourgeoise impeccable et docile avait totalement disparu. Elle semblait épuisée, les cheveux défaits et les vêtements froissés. Elle a fait glisser une épaisse enveloppe Kraft sur la table vers moi. J'ai demandé le divorce hier, dit doucement Monique en fixant son café noir froid. J'ai pris un avocat redoutable. Je le quitte enfin. J'étais sincèrement stupéfait, voir Monique quitter Laurent revenait à voir une ombre décider de se séparer de celui qui la projette. Pourquoi maintenant, demandai-je en restant sur mes gardes. Parce que je me suis enfin réveillé de ce cauchemar, murmura-t-elle. Elle fouilla dans son sac d'une main tremblante et en sortit un petit dictaphone numérique. Le soir du réveillon, après que toi et Éléonore êtes partis avec Léo, Laurent est devenu fou furieux dans la salle à manger, jetant des objets. J'avais tellement peur qu'il s'en prenne physiquement à moi que j'ai activé l'enregistrement de mon téléphone et l'ai caché sur le buffet au cas où sa violence se tournerait contre moi. J'ai enregistré tout ce que lui et Alexandre ont dit dans cette pièce après votre départ. Elle a appuyé sur lecture. À travers l'enregistrement grésillant, j'ai entendu distinctement le bruit de mon père se servant un verre d'alcool fort, la bouteille heurtant le verre. Puis la voix pâteuse, affolée et terrifiée d'Alexandre. « Papa, et s'il va voir Arthur avec ça ? Et si Arthur fait auditer mes comptes ? Je ne survivrai pas à un audit. » « Il ne le fera pas, » répondit la voix de Laurent. « Gabriel est un lâche, il l'a toujours été. Mais tu dois effacer tes traces, Alexandre. Sois malin. Exactement comme nous l'avons fait il y a 10 ans avec les fonds clients disparus au cabinet, tu fais porter le chapeau à quelqu'un d'autre, tu brouilles les pistes et tu t'en sors. Tu es un gagnant. Je me suis figé. Mon sang s'est totalement glacé dans mes veines. Le décor du restaurant semblait s'effacer. Il y a 10 ans, peu après la fin de mes études, désireux de faire mes preuves, Alexandre m'avait fait obtenir un stage subalterne dans un cabinet de logistique pour lequel il était consultant. 2 mois plus tard, une quantité massive de données clients confidentielles avait été dérobée et vendue à un concurrent. Alexandre m'avait publiquement accusé d'avoir fait preuve de négligence avec mes identifiants de sécurité. J'avais été licencié dans la honte la plus absolue, ma réputation entachée avant même que ma carrière n'ait commencé. Laurent m'avait hurlé dessus pendant des heures dans son bureau, me traitant de bon à rien, d'idiot et de fardeau. J'avais passé 10 ans de ma vie à croire que j'avais moi-même ruiné mon départ professionnel, portant cette culpabilité écrasante. Je sais, papa, je sais, disait Alexandre sur la bande. J'avais payé le comptable sous la table pour modifier les journaux du serveur à l'époque. Ça avait marché à la perfection, Gabriel a pris tout le blâme et ils ne m'ont jamais soupçonné. Mais Arthur est bien plus malin que ces auditeurs-là. Arthur va tout découvrir. Monique a coupé l'appareil. Le silence dans le box du restaurant était assourdissant. Je fixais ma mère, sans voix, l'esprit sonné par l'ampleur de cette trahison. Il savait, murmurai-je. Laurent savait qu'Alexandre m'avait piégé il y a 10 ans, et il m'a laissé porter le chapeau tout en me punissant pour cela. Monique hocha lentement la tête, les larmes coulant enfin sur ses joues ridées. Laurent sait depuis 10 ans qu'Alexandre est un voleur et un imposteur. Il l'a aidé à maquiller ses fautes parce qu'admettre l'échec d'Alexandre revenait à admettre que son propre jugement était défaillant. Il t'a sacrifié, Gabriel, encore et encore, simplement pour protéger son orgueil et son enfant chéri. Elle poussa l'enveloppe Kraft vers moi, ce sont les copies des enregistrements. J'ai remis les originaux à mon avocat pour garantir ma prestation compensatoire lors du divorce, et j'en ai transmis des copies au juriste d'Arthur pour alimenter l'enquête fédérale. Je te demande pardon, Gabriel. Je suis tellement désolé. J'ai été trop lâche pour te protéger quand tu étais enfant, et trop lâche pour te défendre quand tu es devenu un homme. Elle s'est levée et est sortie du restaurant sans se retourner. Je suis resté assis là un long moment, fixant l'enveloppe brune. La dernière pièce du puzzle était enfin posée. Le Noël suivant fut merveilleusement différent.
La neige tombait drue dehors, recouvrant le grand chêne du jardin d'un épais manteau blanc et paisible. À l'intérieur, la maison était chaleureuse, embaumant les bâtons de cannelle, le jambon rôti et le parfum frais des épines de pin de notre vrai sapin dans le salon. Nous organisions le repas cette année. Ce n'était pas une représentation théâtrale stressante pour impressionner 20 parents hostiles et critiques, nous étions simplement réunis, une vraie famille. Éléonore, Léo, Vincent, l'oncle Arthur, et les parents d'Éléonore qui avaient fait la route avec joie pour fêter Noël avec nous. Il n'y avait aucune tension dans l'air. Pas de commentaires désobligeants sur nos meubles, pas de rictus narquois, pas d'interrogatoire sur mon salaire. Rien que des rires joyeux, le tintement des verres et une chaleur sincère et inconditionnelle. Arthur était assis près de la cheminée crépitante, un verre de bourbon à la main, racontant patiemment à Léo des histoires sur la construction de grands gratte-ciel en ville. Le père d'Éléonore était dans la cuisine avec moi pour découper le jambon, riant d'une blague racontée par Vincent. Au milieu du repas, alors que nous nous passions les plats, Léo est devenu très enthousiaste en décrivant le camion de pompiers qu'il avait commandé au Père Noël. Il a levé ses petits bras en l'air pour montrer la taille du camion et son coude a heurté le lourd bol en verre de sauce au canneberge posé près du bord de la table. Le bol a basculé et s'est renversé avec fracas contre la porcelaine, et la sauce rouge foncée et collante s'est répandue sur la nappe blanche en une spectaculaire vague avant de goûter lourdement sur le parquet. Pendant une fraction de seconde, toute la pièce s'est figée. La mémoire corporelle est une chose tenace et profondément ancrée, mon cœur s'est emballé par réflexe. Je me suis préparé inconsciemment aux hurlements, aux insultes cinglantes et à l'explosion de colère qui accompagnait le moindre petit incident dans mon enfance. Je me suis préparé à la gifle. Léo baissa les yeux vers la tache écarlate, les yeux écarquillés de terreur. Il me regarda, la lèvre inférieure tremblant violemment, les larmes lui montant aux yeux, s'attendant à subir la fureur d'un père en colère. J'ai regardé la tache. J'ai regardé le visage innocent et effrayé de mon fils. Puis j'ai regardé l'oncle Arthur, qui s'essuyait tranquillement la bouche avec sa serviette, parfaitement impassible. J'ai pris une grande inspiration, j'ai expiré lentement, et j'ai éclaté de rire. C'était plus fort que moi, ce rire montait du fond de ma poitrine, franc, chaleureux et incroyablement libérateur. J'ai attrapé un rouleau d'essuie-tout sur le plan de travail et me suis agenouillé sur le sol près de la chaise de Léo. Eh bien, mon grand, lui ai-je souri en posant une feuille sur la tache rouge, je crois que c'est exactement pour ça qu'on a inventé la machine à laver. Prends une serviette et aide-moi à nettoyer ça, d'accord? Ce n'est qu'une petite bêtise. Léo cligna des yeux, la peur se dissipant instantanément pour laisser place à un immense et magnifique sourire soulagé. D'accord, papa. Toute la pièce s'est détendue à l'unisson. Éléonore m'a souri de l'autre côté de la table, les yeux brillants d'amour et d'une fierté immense. Vincent Harry a attrapé un chiffon humide et m'a tendu un spray nettoyant pour m'aider. Ce simple petit incident maladroit n'a pas effacé par magie le traumatisme du Noël précédent, et je ne le souhaitais pas, la mémoire de cette épreuve était mon armure, me rappelant ce à quoi j'avais survécu. Mais à cet instant, en nettoyant de la sauce au canneberge sur le sol aux côtés de mon fils souriant, j'ai compris que j'avais définitivement brisé la chaîne des violences familiales. J'avais réécrit l'histoire pour la génération suivante. Pendant 32 ans, j'avais tragiquement confondu l'endurance avec la maturité. Je pensais qu'être un bon fils signifiait encaisser une insulte de plus, subir un coup de plus et accepter une accusation injuste de plus simplement pour maintenir la paix. Je pensais que si je me faisais assez petit et silencieux, il finirait par cesser de me frapper. J'appelais cela « préserver la paix », mais ce n'était pas de la paix, ce n'était que de la peur déguisée en bonne manière et en pull de Noël. Plus tard dans la soirée, alors que tout le monde était parti et que la maison était silencieuse, Léo se tenait devant notre sapin illuminé, accrochant soigneusement ses décorations préférées. Il a pris une étoile argentée étincelante et l'a suspendue à une branche basse, à quelques centimètres du sol. Elle avait l'air étrange là en bas, presque cachée derrière le pied du sapin. Je me suis approché, me suis penché et délicatement déplacé l'étoile plus haut pour que tout le monde puisse la voir briller. Léo a froncé les sourcils, a croisé ses petits bras sur sa poitrine, a décroché l'étoile de la branche haute et l'a remise obstinément tout en bas. Sa place est ici, papa. Éléonore est entrée dans le salon avec 2 tasses de thé fumant. Elle s'est appuyée contre le chambranle de la porte dans son peignoir et a souri doucement. Laisse-la là, Gabriel. C'est son sapin. J'ai levé les mains en signe de capitulation amusée, riant doucement, submergé par une vague d'amour immense pour eux. J'apprends.
J'apprends encore. Après qu'Éléonore a couché Léo, je suis allé dans la cuisine pour ranger le reste du jambon au réfrigérateur. J'ai ouvert le tiroir à bric-à-brac pour prendre de la ficelle de cuisine. Mes yeux se sont posés sur la clé en laiton au fond du tiroir. Laurent ne l'avait pas. Alexandre ne l'avait pas. Monique ne l'avait pas. Elle reposait simplement là, inutilisée, intouchée et en sécurité. Pendant des années, mon père s'était comporté comme s'il détenait l'autorité divine suprême pour décider si j'avais ma place dans sa famille, soupesant constamment ma valeur face aux échecs d'Alexandre. Il m'a fallu attendre l'âge de 32 ans et 3 gifles brutales pour comprendre qu'il posait la mauvaise question. J'avais déjà une famille, j'avais Éléonore, j'avais Léo, j'avais Vincent, j'avais Arthur. Et cette fois, plus jamais personne ne déciderait de ce qui se passe derrière la porte de ma maison. Si vous avez déjà dû poser une limite ferme et intransigeante avec une personne avec qui vous partagez le même sang, une personne que vous avez sincèrement aimée et dont vous avez cherché l'approbation. Vous connaissez sans doute cette douloureuse vérité, ce n'est jamais aussi simple que de simplement s'en aller. La culpabilité cherche constamment à vous rattraper. La société vous répète sans cesse que la famille passe avant tout et qu'il faut pardonner et oublier. Mais parfois, l'étape la plus difficile de la guérison consiste à rester ancré dans sa propre vérité sans laisser des personnes toxiques et manipulatrices vous anéantir pour servir leurs propres intérêts. Le sang ne fait pas la famille, le respect, la loyauté indéfectible et l'amour inconditionnel font la famille. Et vous avez parfaitement le droit de protéger votre tranquillité d'esprit avec la férocité d'un animal sauvage défendant son foyer. Ne laissez jamais personne vous convaincre du contraire. Avez-vous déjà vécu une situation similaire avec des dynamiques familiales toxiques? Avez-vous déjà dû vous éloigner pour vous sauver, vous et vos enfants? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous, je lis chacun d'entre eux et nous pouvons tous puiser une immense force dans nos parcours respectifs. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne pas manquer les prochains récits. Restez forts, préservez votre paix, et je vous dis à très bientôt pour la suite.